De très grands stratèges politiques, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Ne sont-ils pas soutenus par une sorte de boîte noire, de cabinet noir, de think tank, de réseau, quelque part qui réfléchit pour eux à l'étranger? Le cabinet noir, c'est très possible. De l'étranger, je ne sais pas. Je m'aventurerai à le dire. Par contre, j'avais parlé de ce personnage et je reviens encore une fois à Stéphane, parce qu'il est à l'origine de ce processus d'ouverture de la société. Peut-être pas forcément démocratique, mais de déverrouillage et de résolution des crises. C'est ça qu'il est, c'est sa préoccupation. Une question. Oui. Et toi qui as beaucoup parlé, beaucoup réfléchi sur le personnage de... C'est une énigme pour moi. Sur le personnage de Qasdim El-Bah. Oui. Qasdim El-Bah, rappelons-le ici, à cette date, c'est-à-dire à l'arrêt du processus électoral, oui, et avec la déposition de l'ancien président Chadli Benjedid, il était, en dehors du pouvoir en termes d'exercice, il présidait un mouvement qui s'appelait le Majd. À ton avis, comment avait-il perçu, à ce moment-là, aussi bien l'arrêt du processus électoral que la déposition de l'ancien président Chadli, sachant que Melbah faisait partie d'un groupe qui s'appelle les 7+1, c'est-à-dire les 7+1 qui avaient appelé publiquement à la continuation du processus électoral, et que lui-même plus tard a été négocié avec le fils sur un certain nombre de points pour pouvoir maîtriser le dérapage et la dérive de la foultitude. Donc, à ton avis, était-il quelqu'un j'allais dire, qui défendait la légitimité électorale? Était-il quelqu'un qui jouait le rôle de l'intermédiaire entre le pouvoir et la mouvance islamiste? Ou était-il l'homme libre, il est devenu homme libre, il défendait juste les thèses de son parti politique et du groupe dans lequel il activait politiquement? Comment tu... La troisième solution qui a toutes les apparences de la chose crédible. Il n'est pas viable. Il n'est pas viable parce que la dimension du personnage ne correspond pas du tout à ça. C'est un personnage qui traverse l'histoire des services secrets algériens depuis la fondation 62. Depuis le MALG. Le MALG, jusqu'à pratiquement... sa mort. Jusqu'à sa mort. D'accord. Par contre, il me semble, et je persiste à le dire, et peut-être je me trompe, c'est très possible, je suis prêt à... Je persiste à dire qu'il avait effectivement défendu la continuation du processus électoral parce qu'il pensait que la mouvance et le mouvement islamiste étaient maîtrisables. Il ne l'a pas évalué à sa dimension réelle. Il pensait qu'il pouvait être contenu. Parce qu'il pensait que la force démocratique, qui avait un écho réel dans la société, elle pouvait faire contrepoids. Selon quoi il s'est trompé. Il s'est trompé parce que... Comment ça il s'est trompé? Parce que je peux te donner une information que personnellement je vécu de l'intérieur du groupe des 7+1. Oui. J'ai assisté à toutes les réunions, oui, à toutes les rencontres, y compris avec Melbah, etc. Oui. Nous savions à l'époque que le fils ne croyait en aucun parti politique. Oui. Il n'avait de vis-à-vis. Il ne croyait en aucun vis-à-vis. Pour eux, c'est un pouvoir facile à détrôner, à détruire. Ibn Hajj est arrivé jusqu'à dire les tanks, on va les bouffer avec on va les écraser, on va les bouffer. Mais par contre, de l'intérieur des négociations, et particulièrement avant et pendant la grève, nous savions que le fils, à sa tête, Bassim Medani, Ibn Hajj et éventuellement d'autres leaders, croyaient fermement en un vis-à-vis qui s'appelait Qasdim El-Bah. Que Qasdim El-Bah était crédible vis-à-vis du fils. Aux yeux du fils, il était crédible. Il pouvait négocier avec lui. Il pouvait discuter avec lui. Le faisait-il pour prendre le pouvoir lui aussi? Le faisait-il pour le compte de quelqu'un d'autre au sein du pouvoir? Je te pose la question. J'ai la réponse. Oui. Je pense que
mutatis mutandis, l'erreur faite par Qasem al-Bah sur la mouvance islamique est exactement celle-là que la mouvance islamiste s'est faite sur lui. Parce qu'ils ont pensé que ce type-là avait été écarté par Cheikh Ibn Jdid et que derrière Cheikh Ibn Jdid, il y a un certain nombre de militaires et qui étaient le noyau dur de ce qu'on appellera plus tard les éradicateurs. Donc il ne pouvait qu'être opposé aux éradicateurs. Je crois que Qasem al-Bah reste un homme du système, c'est-à-dire un homme de l'armée et un homme des services. Et il avait tout à fait, encore à l'époque, il se plantait peut-être, il avait une parfaite confiance dans les capacités de l'armée et des services à contenir la mouvance islamiste. Les généraux, ce serait intéressant. Ça, malheureusement, c'est une chose un peu opaque, même si la partie apparente de l'iceberg peut nous aider à comprendre. Les généraux qui étaient opérationnels sur les principales régions militaires, dans les années 80, y compris de la fin des années 80-90, n'avaient aucune sympathie pour l'islamisme. Aucune. Salah Bey, il faudrait... qui encore Saïd, tu veux dire? Oui. Etc. C'était des gens, des baroudeurs, c'était pas les généraux les réceptions, c'était des hommes de terrain. Et c'était des gens qui avaient, paraît-il, je ne les ai pas connus, je n'en ai connu aucun. J'ai rencontré Jouadi un jour dans un colloque, mais c'est quelqu'un qui m'a présenté. C'était des gens que connaissait Qasem al-Bah. Je ne pouvais pas ne pas les connaître. Et c'était des gens qui étaient des hommes de terrain, des crapahuteurs, des types de combat, etc. Ils pensaient que ces gens avaient plus de penchant vers la polarité démocratique que vers la polarité islamiste. C'est comme ça que probablement il a dû évaluer la situation en se disant, oui, il faut laisser Chadli y aller. Tant qu'il ne bride pas les militaires, tant qu'ils ne brident pas les officiers militaires. Et effectivement, ils n'ont pas été bridés parce qu'ils sont restés. Ils ont survécu. Et ils sont restés pratiquement jusqu'à l'époque de Zawal. C'est Abdelaziz Bouteflika qui va les déverrouiller. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, on viendra à ça plus tard. Il a déverrouillé tous ceux qui ont combattu le terrorisme, etc., etc. Ça, on le verra plus tard. Maintenant. Est-ce que c'est logique? Ça me paraît être cette façon de voir que Qasem al-Bah a surestimé les capacités de résistance de l'armée et des services pour contenir, entre guillemets, la révolution islamique. Moi, de mon point de vue, et même si en fait, en réalité, je ne suis pas là pour intervenir personnellement, mais juste pour alimenter le débat. Moi, de mon point de vue, connaissant al-Bah pendant cette période, je ne l'ai pas connu avant, je l'ai connu à partir de 90, jusqu'à son assassinat. Moi, je pense que al-Bah, après son passage au gouvernement, après son passage en tant que ministre de l'Agriculture et après son passage en tant que chef du gouvernement, et après la création du parti, c'est-à-dire du Majd, à mon avis, al-Bah s'est développé une dimension d'homme d'État. Il a développé, dans sa tête, il pensait qu'il pouvait incarner l'homme d'État relève à Chadli Ben Jdid. Il pouvait être celui qui pouvait constituer une sorte de consensus politique au sein de la classe politique, comme étant une relève qui jouait sur les deux, aussi bien les services, l'armée, la classe politique. Il pouvait constituer un consensus national. Il avait pensé cela en tant que dimension, et même l'information commençait à sortir au sein de quelques partis politiques, et même au sein des médias, etc., comme étant homme d'État qui a la dimension d'un chef d'État. Ça, c'est primo. Deuxièmement, il pensait dépasser, non pas intervenir sur la crise, sur le vide politique, mais dépasser la crise politique en essayant d'être le modus vivendi, c'est-à-dire à travers un système modus operandi, un système de dépassement de la crise, en disant que moi je me porte garant par rapport à l'islamisme,
je me porte garant vis-à-vis des militaires, je me porte garant également à respecter la Constitution, et je peux constituer une solution médiane entre les différents protagonistes. Et je pense que les militaires, c'est-à-dire ses amis, ses enfants, c'est-à-dire ses boys, ont pensé qu'il y avait quelque part une ambition démesurée de la part et qu'il fallait l'exécuter, qu'il fallait le mettre à côté. C'est qu'à mon avis, Melbah s'est donné une dimension qui voulait dépasser aussi bien le fils que les militaires de l'époque. Il s'est surdimensionné. Oui, à mon avis, parce qu'il avait cette ambition de chef d'État. Je peux témoigner, Melbah avait cette ambition de chef d'État, chose légitime. À l'époque, sachant qu'il était président d'un parti politique, il connaissait très bien le régime de l'intérieur, il connaissait le sérail, les services, l'armée, il connaissait la classe politique très bien. Il avait contribué à la création de beaucoup de partis politiques. Il a fabriqué beaucoup de militaires, beaucoup d'agents de service de renseignement, beaucoup de chefs et beaucoup de chefs de partis politiques. Donc il s'est donné une dimension très importante. D'autres, pour des raisons autres que politiques, des enjeux financiers, des enjeux stratégiques, des enjeux éventuellement internes ou externes, ont vu que Melbah était devenu un danger, sachant que Melbah détenait beaucoup de dossiers sur beaucoup de monde. Voilà ce que je pense réellement de cette dimension chez Melbah et de ce rôle. Ça me gêne que tu le présentes de cette sorte parce que ça fait faire un raccourci dans l'imaginaire de nos amis qui nous écoutent et qu'il serait une sorte de Poutine. Il voulait jouer ce rôle. Ce n'est pas le même système. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas le même système. Ce n'est pas le système parce qu'il faut tenir compte, hélas, d'une sociologie politique propre à l'Algérie. La sociologie politique propre à l'Algérie, elle est ce qu'elle est. Il faut se le dire, il faut se dire les choses en face, crûment, même si ça fait mal. La fracture culturelle entretenue en Algérie depuis la crise du FFS en 1963-64, jusqu'à pratiquement, j'allais dire jusqu'à aujourd'hui. Cette fracture culturelle a fait que, peut-être qu'elle a été aussi entretenue de manière marginale et en sous-main et dans la culture d'une manière générale et dans la culture politique algérienne, c'est la responsabilité suprême n'a jamais été dévolue à un responsable originaire de Kabylie. Jamais. Le seul qui va accéder, le premier qui va accéder à un poste vraiment de premier plan, c'est Ouihad. Et encore. Mais peut-être ça contredit la vérité, c'est. Pourquoi ça contredit? Non, à mon avis, le problème. Tu parles de Bled Abslam? Non, je ne parle pas seulement de Bled Abslam parce que je n'analyse pas les choses d'un point de vue régionaliste. Tu ne suis pas régionaliste. Non, je ne parle pas de toi. Toi, tu pars d'un principe régionaliste. Moi, je n'analyse pas les choses de cette façon. Je ne vois pas les choses en termes de régionalisme ni de groupes régionaux. Je vois les choses en termes de rapport de force, d'intérêt direct et peut-être de réseaux familiaux. En analysant la généalogie du pouvoir et des structures gouvernementales depuis le 28 septembre 1962 jusqu'à maintenant, à mon avis, le plus frappant, bien sûr que le régionalisme, il est réel. Il y a une façade réelle. C'est une culture de l'État. C'est clair. Mais à mon avis, le fonctionnement réel à l'intérieur, ça c'est la façade. Effectivement, il y a le régionalisme, etc. Ça c'est clair. Et surtout depuis 1999, il est frappant. J'en ai même écrit quelques articles sur le phénomène, etc. C'est plutôt une peste. C'est la peste qui frappe l'État. Le régionalisme, c'est une sorte de peste qui frappe l'État-nation en Algérie. Mais à mon avis, l'intérieur du système, du régime, je parlerai plutôt de régime que de système, il est régi par d'autres mécanismes que le régionalisme à 100%. Les réseaux familiaux,
les mariages mixtes, les intérêts financiers directs et les rapports de force, aussi bien par rapport au groupe de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, à mon avis, ce qui façonne la prise de décision. Et là, excuse-moi du terme, pour ne pas exclure X ou Y et ne pas tomber dans cette histoire de l'Oranais contre l'Est, la Kabylie contre BPS, etc. À mon avis, la Kabylie, si tu prends la Kabylie comme exemple, en tant qu'homme à l'intérieur du sérail et à l'intérieur des mouvements sociaux depuis l'indépendance, a toujours été fortement présente, y compris dans le pouvoir de décision, y compris dans la fabrication des nouveaux décideurs, aussi bien au sein de l'armée, au sein des services de renseignement, au sein des médias, au sein du système financier, et j'en passe. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Je voudrais qu'elle soit grande. Ah oui, oui, une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Oui. Je me demande si, en fait, inconsciemment, puisque de temps à autre, on interroge aussi cette dimension du surmoi dans le façonnage de l'idéologie et dans le façonnage des représentations. Je me demande si nous ne sommes pas, et à ce jour encore, tributaires de cette horrible image de la fin de la guerre d'Algérie depuis 1956, depuis le congrès de la Soumane, où pratiquement jusqu'à 1962, l'État algérien, y compris dans le système du gouvernement provisoire, a été essentiellement aux mains de grands responsables kabyles, donc Karim Belkacem, comment il s'appelle, celui du congrès, Barroman, etc., et consorts. Il y a quelque chose il y a quelque part dans le subconscient de la classe politique algérienne, une sorte de crainte, de résurgence de cet autoritarisme, de ce comportement qui a été un comportement sectaire, qui a beaucoup nui à l'histoire de l'Algérie. Et ça ne veut pas dire du tout que le groupe... Tu parles de quel comportement ici? Pour que les gens comprennent. Le comportement sectaire, de qui? De Karim Belkacem à Barrandane, dans la conduite, y compris de la stratégie de la guerre de libération nationale. Ça, nous sommes tributaires de ça. Tant que l'abcès n'est pas crevé pour situer les responsabilités, quand on jette un coup d'œil très rapide sur l'histoire politique de la guerre de libération nationale, la guerre de libération nationale semble être partie sur une sorte de, pendant 2 années, de 54 à 56 jusqu'au congrès de la Soumane, au risque de répéter ce qui avait été dit autrefois, était partie sur une sorte de consensualité. Quand les wilayas... De dimension nationale. Oui, c'est ça le plus important aussi. De dimension nationale. Avec le congrès de la Soumane, c'est créé un organe de direction, un organe directeur. Et c'est-à-dire centraliser la révolution. Centralité de la révolution et centralité de la révolution qui est co-dirigée pendant un certain temps par Karim Belkacem et Barrandane, qui ne coexisteront pas. Nous avons longuement parlé de ça. Non, mais on voit bien par la suite. Bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais tu vois la présence de Bontobal, juste la forte présence de Bontobal après, la forte présence de Bossof, la forte présence de ceux qui ont conduit les wilayas, avant Belmhidi. Dans la représentation, j'allais dire, la représentation populaire. C'est-à-dire, tu penses que Bontobal et l'autre considérés comme des Kabyles? Ne sont pas considérés comme Kabyles. Justement, c'est pour contredire. Et justement, ça contredit ce que tu dis. Non, ça ne contredit pas. Parce qu'ils n'avaient pas le même poids. Ils n'ont pas eu le même poids dans les grandes décisions que Karim Belkacem et que Barrandane. Moi, je trouve